Bonsoir, inauguration ce samedi à Kaloum de la Maison de l'Emploi et des Compétences en Guinée, une aubaine pour les jeunes en quête du premier emploi. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale à Kankan. Les chantiers sont lancés, c'est une vingtaine d'infrastructures qui devraient changer l'image de cette ville. Campagne de sensibilisation pour interpeller la population sur l'occupation anarchique de la voie ferrée. Elle a été lancée par l'ONG L'Amicale des Jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D 2015-073 PRG-SGG portant nomination d'un gouverneur de région administrative. Le président de la République décrète, article 1er. M. Raoul Kamara, pharmacien, ancien député, est nommé gouverneur de la région administrative de Farana. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 mai 2015, professeur Alpha Condé. Décret D 2015-074 PRG-SGG portant nomination de directeur et chef de cabinet du gouvernorat. Le président de la République décrète, article 1er. Sont nommés dans les fonctions ci-après les cadres dont les prénoms et noms suivent. Directeur de cabinet du gouvernorat de Farana, M. Mohamed Lamine Keïta, professeur en service à la direction préfectorale de l'éducation de Sigiri. Chef de cabinet du gouvernorat de Mamou, M. Samba Henri Kamara, précédemment préfet de l'Elouma. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 mai 2015, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2015-075 PRG-SGG portant nomination de préfet. Le président de la République décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés aux fonctions de préfet. Préfet de Dalaba, M. Alpha Babakar Kalaba, précédemment en service à la Direction nationale de l'administration du territoire. Préfet de l'Elouma, M. Mfa Ousmane Touré, précédemment préfet de Dalaba. Préfet de Koundara, M. Hassan Sanoussi Kamara, précédemment en service à la Direction nationale de l'administration du territoire. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 mai 2015, signé professeur Alpha Condé. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a procédé ce samedi à l'inauguration de la toute première maison de l'emploi et des compétences en Guinée, un projet innovant qui vient appuyer l'AGIP dans certaines missions, notamment l'orientation des demandeurs d'emploi dans leur démarche d'insertion professionnelle. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Sanassi Keïta. Pour la première fois en Guinée, la jeunesse obtient une maison de l'emploi et des compétences. L'objectif est de doter les jeunes Guinéens de moyens techniques nécessaires dans leur recherche de créneaux d'insertion socio-professionnelle. L'inauguration de cet édifice a enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays sous la direction du président de la République. Une occasion pour le directeur général de l'AGIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, de décliner les objectifs de cette maison de l'emploi et des compétences. Excellence, Monsieur le Président de la République, le marché de l'emploi guinéen, comme partout ailleurs, est devenu très exigeant. Les offres d'emploi définitives se font rares et les prérequis plus complexes. La compétition entre candidats sont plus dures. L'une des missions de cette maison sera de préparer les jeunes demandeurs à mieux intégrer le tissu socio-économique productif. À ce titre, le jeune qui passera par la maison de l'emploi et des compétences en sortira avec la capacité d'évaluer ses compétences, de cibler les structures, les entreprises, les métiers et les postes pour lesquels il est susceptible de se mettre en valeur, d'utiliser à bon escient tous les outils de recherche d'emploi, de définir et de réaliser ses besoins de formation complémentaires. La construction de cette infrastructure est partie d'un constat amer au niveau des jeunes fraîchement sortis d'université et en quête de leur premier emploi. De l'échantillon de jeunes interrogés lors de la 3e édition du Salon de l'Emploi, il en ressort que plus de 75% des candidats n'avaient jamais suivi de formation aux techniques de recherche d'emploi. Plus de 21% n'avaient jamais déposé de dossier de candidature
pour un emploi, bien qu'ayant terminé leur étude depuis plus de 2 ans pour la plupart. Plus de 80% des détenteurs d'un CV ou d'une lettre de motivation ont estimé que ces documents devaient être soit totalement corrigés, soit améliorés dans leur représentation ou enrichis dans leur contenu. Ces chiffres prouvent à suffire qu'il y a bien des obstacles qui handicapent le demandeur d'emploi guinéen dans sa démarche d'insertion professionnelle. C'est pourquoi mon département a accueilli avec une immense satisfaction le projet de construction de la Maison de l'Emploi et des Compétences. Cette Maison de l'Emploi et des Compétences, selon le ministre en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, produira sans nul doute des jeunes capables d'affronter un marché de l'emploi. Au-delà d'un simple jeu sémantique, tous ceux qui passeront par cette Maison de l'Emploi, les demandeurs d'emploi deviendront des chercheurs d'emploi. Ce n'est pas de la simple sémantique, ça veut dire qu'ils ne seront plus dans la sollicitation, ils seront dans la proposition, ils seront autonomes et ce seront des meilleurs candidats à l'emploi. Visiblement, le chef de l'État s'est dit déterminé à œuvrer en faveur des jeunes et des femmes pour booster leurs compétences en vue de leur employabilité. La grande préoccupation de mon gouvernement a été toujours de faire en sorte que les jeunes Guinéens puissent faire des études qui leur permettent d'accéder aux emplois les meilleurs et de retrouver du travail. Et deuxièmement, délai à l'autonomisation des femmes. Malheureusement, les conditions économiques du pays, les contraintes du Fonds monétaire et l'Ebola ne nous ont pas permis d'atteindre ces objectifs. Mais nous ne désespérons pas. Ce sont des épreuves. Nous avons réussi là où tout le gouvernement avait échoué, c'est-à-dire obtenir des PPTE. Nous avons réussi à modifier le code minier pour que les mines rapportent davantage à la Guinée. Malheureusement, l'Ebola est venu mettre ses efforts à terre. Mais nous sommes conscients que l'Ebola va passer et que les leçons que nous tirerons de cela, grâce à l'aide des pays amis et au conseil des pays amis, nous permettront d'aller de l'avant. L'enseignement professionnel est fondamental. Malheureusement, notre enseignement professionnel était complètement à terre. Nous avons bénéficié de l'expertise de nos amis marocains et de leur expérience, ce qui nous permet de modifier complètement les conditions d'enseignement professionnel, ce qui doit être la priorité du gouvernement. Donc j'espère que cette voie, les deux ministres étant des jeunes, ils peuvent mieux dialoguer avec les jeunes, parce que nous ne comprenons pas tellement ces jeunes. Nous sommes d'une nouvelle génération, ce sont les jeunes de l'Internet et de nouvelles technologies. Or, 70% des fonctionnaires guinéens ne savent même parler sur l'ordinateur. Alors, je pense donc qu'avec eux, nous allons avoir une nouvelle fonction publique et de nouveaux cadres qui maîtriseront de nouvelles technologies. Juste après, le président de la République a procédé à la coupe du cordon inaugural pour signifier l'ouverture officielle de cette Maison de l'Emploi et des Compétences, première du genre en Guinée. Une maison entièrement équipée que Prosper Alpha Condé a scrupuleusement visitée avec une attention soutenue, avant donc de venir procéder à la pose de la première pierre de construction du siège de la nouvelle inspection du travail, ici, juste à proximité de la GIP. Il faut préciser que cette Maison de l'Emploi et des Compétences est une véritable aubaine pour les jeunes en quête d'emploi. Elle devrait leur permettre de s'évaluer, de cibler les secteurs porteurs, les entreprises, les métiers et les postes dans lesquels ils sont susceptibles de se mettre en valeur. La Maison de l'Emploi et des Compétences est un projet du ministre Damantan Albert Camara qui se réalise enfin. Le reportage est signé Bernard Tonguidou. Plus qu'un simple édifice, c'est un nouvel instrument de promotion d'emploi qui est inauguré. La Maison de l'Emploi et des Compétences vient assurer l'accompagnement des jeunes dans leur démarche d'insertion professionnelle. L'infrastructure devrait renforcer la prestation de l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent chercher de l'emploi à l'AGIP sont presque à même le sol. Nous les recevons à peine parce que nous n'avons pas d'espace et nous n'avons pas d'équipement nécessaire. Et la nouvelle Maison de l'Emploi créera des conditions d'accueil favorables. À l'intérieur de l'édifice, des équipements disponibles pour des jeunes diplômés. Des conseillers présents dans cet espace seront chargés de vérifier et corriger les CV et lettres de motivation rédigées par les demandeurs d'emploi. Cette maison, c'est vraiment une aubaine pour la jeunesse. Pour moi, c'est un espoir. En fait, cette maison, elle est vraiment indispensable dans un pays, dans une société. Cette structure
vient à point nommé parce qu'elle met enfin un cadre structuré, cohérent, dynamique d'accompagnement des jeunes. Ce n'est plus au hasard de la chance, ce n'est plus à la faveur d'un certain nombre de manifestations comme les salons d'emploi. Ça sera une structure permanente, présente, physiquement identifiable, où les jeunes pourront venir sur la base d'un rendez-vous, obtenir des informations, obtenir de l'accompagnement et éventuellement faire fructifier leurs projets. L'inauguration de cette maison va renforcer la politique d'emploi dans le pays. Elle permettra de corriger plusieurs insuffisances constatées chez les jeunes diplômés en quête du premier emploi. Au palais Sékou-Touréa, le président de la République a successivement reçu en audience l'ambassadeur du Maroc en Guinée et le ministre malien chargé de la réconciliation nationale. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée, le Mali et le Royaume du Maroc. La synthèse avec Sanassi Keita. Au palais Sékou-Touréa, l'ambassadeur du Royaume du Maroc est porteur de messages de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, au président de la République, Professeur Alpha Condé. L'objectif étant surtout de renforcer l'axe de coopération Conakry-Rabat. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Professeur Alpha Condé, pour remettre à son Excellence l'invitation qui lui est adressée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour une visite officielle au Maroc. Cette visite projetée, qui est caractérisée par des liens exceptionnels entre Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence Monsieur le Président de la République, permettra de renforcer les liens fraternels qui se sont tissés tout au long de notre histoire commune. Cette invitation vient à la suite de la visite officielle historique effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en Guinée au mois de mars de l'année dernière. Je souhaiterais dire également que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accueilli avec plaisir cette invitation et donc transmet à cette occasion ses chaleureuses salutations à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Autre audience du président de la République, celle accordée au ministre malien chargé de la réconciliation nationale. Jahadi Ould Sidi est porteur de message du président Ibrahim Boubacar Keïta au professeur Alpha Condé. Message axé sur le processus de paix au Mali. Je suis porteur de message de son Excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Message adressé à son frère, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Et ce message portait sur les relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays, mais également sur une mise à jour par rapport au processus de paix au Mali, le processus de la signature des accords de paix, au processus de ce qui se passe dans le nord du Mali. Et voilà l'objet de ce message. Et le président m'a réconforté qu'il soutient tous les efforts du processus que le gouvernement du Mali déploie pour la paix et la réconciliation dans le nord du Mali, et encourage vivement aussi que tous les mouvements, toutes les parties prenantes signent l'accord de paix le 15 de mai à Bamako.
Jahadi Ould Sidi rentre satisfait de sa visite à Conakry avec l'espoir surtout de voir le président de la République, Prosper Alpha Condé, s'impliquer davantage dans le processus de paix au Mali. La situation du fichier général de l'administration au centre des préoccupations de la mission conjointe du Fonds monétaire en séjour de travail à Conakry. Elle a échangé avec les autorités de la fonction publique sur l'état d'avancement du recensement biométrique. Boubacar Ba. Avec les cadres du département sur les derniers développements liés aux réformes dans le secteur. Avec le recrutement anarchique et incontrôlé, les fonctionnaires et contractuels permanents sont passés de 51 000 en 2000 à 103 000 en 2011. C'est dans ce cadre, et pour mieux assainir, harmoniser et sécuriser le fichier de gestion de l'administration publique et le fichier solde, le ministère de la fonction publique a procédé au recensement biométrique en 2014. À ce jour, le résultat est encourageant. Par exemple, le croisement du nouveau fichier biométrique avec le fichier alphanumérique de la Caisse nationale de sécurité sociale a permis de déceler 1021 agents du secteur privé et mixte qui émergeaient à la fonction publique. 248 agents considérés comme des doublons. Les salaires de 2983 agents non encore enrôlés sont gelés et consignés dans les banques et au niveau des trésoreries pour près de 4 milliards de francs. D'abord, les éléments de salaire, l'évolution de la masse salariale, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte pour l'évolution de la masse salariale, également en ce qui concerne la grille salariale des fonctionnaires, et puis tout ce qui peut venir après dans l'avenir en ce qui concerne l'augmentation de la masse salariale. Nous avons discuté du programme de recensement biométrique, les résultats, l'impact du recensement biométrique sur la masse salariale, sur le système de gestion des ressources humaines. À la Direction nationale du budget, les indicateurs de performance liés à l'approbation de la 6e revue du programme guinéen tiennent la route, malgré les manques à gagner de recettes fiscales au premier trimestre de 2015. Des recettes qui pourraient être compensées les mois à venir au regard des résultats actuels. Le premier volet a porté sur les recettes. Il a été question de regarder nos performances en matière de recouvrement au 31 décembre 2014. Et ensuite, le financement et les dépenses. Les critères du programme à ce niveau sont atteints. Et au niveau de la fiscalité intérieure, il y a des moins-values au premier trimestre, mais il faut reconnaître que il est très difficile d'apprécier les performances de la DNI avant la fin du 4e mois. À fin février 2015, la Guinée a réalisé des résultats appréciables sur l'inflation, le taux de change, le niveau de réserve de change et sur le déficit budgétaire. Par contre, la lenteur des progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles relatives à la diversification de l'économie, à l'investissement privé et à la compétitivité n'a pas favorisé l'atteinte des performances attendues en matière d'activité économique. Lutte contre Ebola, la coordination nationale et ses partenaires ont fait le point ce samedi. La courbe des infections a nettement baissé, mais la vigilance reste de mise. 8 malades confirmés sont actuellement hospitalisés dans tout le pays. Forcaria est la seule préfecture à notifier un cas d'Ebola ces derniers jours. Reportage Mamadi Terna Kamiso. Le bout du tunnel n'est pas loin dans la lutte contre Ebola en Guinée. Le dernier bulletin de santé est illustratif. Seulement 8 malades confirmés et 3 suspects sont actuellement hospitalisés à travers le pays. Aucune préfecture n'est nouvellement touchée et dans toute la basse Guinée, seul Forcaria a enregistré un cas d'Ebola ces dernières 72 heures. Cela ne veut pourtant pas dire que la Guinée est tirée d'affaire. Si on considère que le dernier cas est celui qui est survenu avant-hier, on va attendre de le tester 2 fois négatif et on commence à compter les 42 jours. Vous voyez à quand ça nous mène? Vous savez c'est quand le prochain pèlerinage? Donc je pense que les populations et les communautés guinéennes doivent y penser. Pour y arriver, on a besoin d'un changement de comportement des populations. Un changement de comportement, mais aussi de renforcement de stratégie. La complication à Forcaria est qu'il fait frontière avec la Sierra Leone, également affectée par Ebola. Les 2 préfectures frontalières des 2 pays, Kambia pour la Sierra Leone et Forcaria pour la Guinée, vont prochainement travailler sur un plan coordonné. À cela s'ajoute le ratissage dans les familles pour dénicher les cas cachés de la maladie. Il y a eu une
opérations porte-à-porte qui a été menée à Forécaria. Il y en a une qui a été menée à Koya. Et il y en a une qui va encore retourner sur Forécaria pour réellement pousser pour la réponse. Nous devons redoubler d'efforts à Forécaria qui continue à notifier des cas. Et rester aussi vigilant compte tenu du mouvement de contact entre Forécaria et Conakry. Donc nous pensons accentuer nos activités à Forécaria et maintenir les acquis dans les autres préfectures qui ne notifient plus de cas. La victoire n'est pas loin de nous, mais restons méfiants. Aucun agent de santé ne s'est infecté depuis 22 jours en Guinée. Et selon les dernières statistiques, la Guinée a enregistré 3580 cas d'Ebola avec 2383 décès. Après une année de lutte. La semaine de la vaccination est célébrée chaque année du 24 au 30 avril. Pour marquer l'événement en Guinée, le Club des Amis du Monde et la plateforme des organisations de la société civile pour le soutien de la santé ont tenu une assemblée générale à Mamou. Il s'agissait de mettre en place un plan d'action pour la reprise des activités de vaccination des enfants et des femmes enceintes. Explication Rose Pocho. Le poste de santé de Mamou. Ici, les lundis et vendredis sont consacrés à la vaccination des enfants. Si en 2013, ce centre a pu atteindre 91% de couverture vaccinale, en 2014, ce chiffre a chuté de 12%. Une baisse due à la réticence des mères de famille depuis l'apparition de l'épidémie d'Ebola. Nous avons besoin surtout des activités de vaccination. Parce que les mères ont tendance à confondre la vaccination à la présence d'Ebola dans nos structures de santé. Alors, les structures ont été fuies par cette maladie et on a vraiment besoin d'un appui important pour la relance de ces activités de vaccination. En Guinée, 10 bébés sur 50 en moyenne meurent de maladies qui pourraient être évitées par la vaccination. Pour encourager les mères à reprendre le chemin des postes de santé, le Club des Amis du Monde et la plateforme des organisations de la société civile lancent une caravane de sensibilisation dans la ville carrefour de Mamou, à l'issue de la 3e Assemblée générale. Notre système de santé est devenu fébrile et vraiment, vous m'excusez, même bancal. Et Ebola est venu démontrer cela aux yeux de tout le monde. Combien de morts parmi le corps médical et l'abandon des structures sanitaires par les femmes en âge de procréer, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes. Donc nous, société civile, nous avons décidé quand même de mettre un plan d'action d'urgence, de mobilisation sociale et communautaire de nos mamans, de nos sœurs et de nous-mêmes pour recommencer à reprendre le chemin des centres et postes de santé. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, membres de cette POSAV, recommandons au gouvernement leur implication effective dans le programme élargi de vaccination et les journées nationales de vaccination, JNV. Dans les prochains jours, ces recommandations ainsi que d'autres seront soumises à l'Assemblée nationale et au gouvernement pour exécution. Une action qui pourrait permettre à la société civile de s'inscrire dans le plan stratégique pour l'amélioration de la vaccination. Dubreka dispose d'un nouveau centre de santé. Cette infrastructure est financée et réalisée par le mouvement des Patriotes pour le développement. Par ce geste, le MPD entend accompagner le gouvernement pour le bien-être des populations de Dubreka confrontées à un déficit de structures sanitaires. Younous Atawel Kamara. À Dubreka, la rareté des centres de santé et personnel sanitaire constitue depuis plusieurs années un véritable casse-tête pour la population. L'inauguration de cette infrastructure hospitalière vient combler ce vide. Centre composé d'un seul bâtiment qui comprend un bureau de consultation, une salle d'observation, une salle d'accouchement, une cabine, une pharmacie et 2 douches internes. Pour l'initiateur, sa demande s'inscrit en droite ligne de la politique sanitaire du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Je viens transmettre le message du chef de l'État, c'est le message de paix, d'unité, de mobilisation. Et rien qu'à travers la mobilisation, on sent, on comprend que le message est bien passé.
Satisfait de cette action qui dorénavant va permettre aux populations de Dubrika de se traiter dans leur centre de proximité, les imams de Bondabo ont rendu un hommage au chef de l'État avant de prier pour la paix et l'unité nationale. Restons à Dubrika où le ministère de la Justice s'est lancé dans une vaste opération de réhabilitation des infrastructures judiciaires. Le palais de justice et 2 bâtiments pour loger le personnel sont en cours de réalisation. Le ministre Cheikh Sakou s'est rendu sur les différents chantiers pour constater de visu l'évolution des travaux. Reportage Tiernoum Saba. De nouvelles infrastructures pour la justice guinéenne. À Dubrika, 2 bâtiments à usage d'habitation sont réalisés. Ceci pour répondre aux besoins de logement du personnel judiciaire, alors que le palais de justice de la préfecture, qui bénéficie de son premier coup de pinceau depuis sa construction en 1960, peine encore à finir. Le garde des Sceaux vient s'enquérir de l'évolution des travaux et rassure les bénéficiaires. On a visité d'abord le tribunal stricto sensu, c'est-à-dire les salles d'audience, les bureaux des juges. Et ensuite, on a été voir le nouveau bâtiment qui est en réfection, en reconstruction, pour voir un peu ce qui reste à faire. Et puis, on a fini sur un 3e site qui est le logement du juge et du greffier en chef, pour voir un peu où on en est et surtout l'aspect lenteur de cette construction. La réalisation de ces édifices est un enjeu majeur dans la politique des réformes du secteur de la justice amorcée en Guinée. Et naquit pour une meilleure condition de travail des magistrats et auxiliaires de justice. J'ai été très ravie que le ministre fasse un saut à Dubrika pour voir les conditions dans lesquelles nous travaillons. Je crois dorénavant les dispositions vont être prises pour que les travaux là prennent fin. Sur la liste des infrastructures judiciaires en construction et rénovation figure celle des juridictions de Bofa et Koya. Leur réhabilitation devra contribuer à la performance du secteur de la justice en termes d'édifices. Les chantiers de Kankan ont été effectivement lancés. C'est une vingtaine d'infrastructures qui devraient changer l'image de cette ville. La construction d'un nouveau bloc administratif du gouvernorat de Kankan figure parmi le projet. Des travaux qui se situent dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Reportage Fodé Bangali Fofana. Ce bâtiment n'existe désormais qu'en mémoire dans les esprits des citoyens et administrateurs pour avoir servi de bloc administratif du gouvernorat de la région administrative de Kankan. En lieu et place aujourd'hui une nouvelle fondation pour la construction d'un nouveau bloc administratif plus majestueux. Une volonté affichée du gouvernement de la Troisième République de conférer à l'administration guinéenne toute sa dignité et toute sa notoriété. L'entreprise de Sogefel, chargée de sa réalisation, a une durée contractuelle de 6 mois pour mettre l'ouvrage en place. Ici, nous avons d'abord la fondation qui est en cours, on est en train de chercher à finaliser, où on a fait des semelles, après les choses photos, et on a la longue ligne qu'on est en train de couler maintenant, on cherche à couler tout autour par rapport au bâtiment. Et après ça, nous allons couler les poteaux, faire la pose des agglos, couler la première dalle et la deuxième dalle. Et après vient la couvraison. C'est de la capacité comme le gouvernorat de Mamou. C'est le plan type. En attendant la mise en place de cette nouvelle infrastructure devant servir de bloc administratif du gouvernorat de Kankan, c'est ici, au quartier Énergie, que le gouverneur de région fait cet exercice quotidien avant d'accéder à son nouveau bureau, ce réduit lugubre qui abrite et lui et ses cadres depuis la démolition de l'ancien bloc administratif. Avec la réalisation de ces nouvelles infrastructures rentrant dans le cadre de la célébration de l'an 57, l'indépendance de notre pays en octobre prochain, on peut d'ores et déjà dire que la fête s'annonce belle à Kankan-Nabaya. Kankan, nous y retournons. La localité vient de bénéficier également d'un lot de fournitures scolaires et des kits d'hygiène pour le lycée Almami Samori Touré, une initiative de la première dame de la République pour appuyer l'éducation à la base. Ansoumane Kamara. Désormais, au sein de l'ONG Initiative pour le développement endogène, les anciens élèves du lycée Almami Samori Touré de Kankan se lancent dans le combat contre l'analphabétisme, la pollution de l'environnement, la corruption et autres travers sociaux. Ces commis de l'État, camarades de promotion de Madame la Première Dame de la République,
entament ainsi leurs activités avec ce geste de reconnaissance à leur citadelle de formation secondaire. Notre ONG est constituée de la promotion de la première dame de la République de Guinée, a bénéficié de sa fondation CDK Prosmi d'un don modeste et symbolique de 5 000 livres, 2 000 cahiers et 18 cartons de savon. La Fondation Prosmi de la Première Dame de la République et l'initiative pour le développement endogène des élèves du lycée Almami Samori Touré de Kankan s'engagent ainsi à encourager l'éducation à la base et contribuer à l'éradication du virus Ebola sur l'ensemble du territoire national. Nous disons grandement merci à Madame la Première Dame de la République et l'association des anciens élèves du lycée Almami Samori Touré pour la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je souhaite que les livres soient correctement et bien gérés. Parce que qui fait don d'un livre apporte une grande contribution en matière de formation dans l'enseignement-apprentissage. Créé en 1956 sous le nom du Collège régional, l'actuel lycée Almami Samori Touré est l'établissement mère du secondaire à Kankan. Pour cette année académique, il compte une population scolaire de plus de 2500 élèves pour seulement 20 salles de classe. Donc, des besoins en salle de classe se posent en termes de défis à ce lycée vieux de 59 ans. Le ministre des Guinéens de l'étranger auprès des populations de Mamou, Sanoussi Bantamasso, a rassuré le soutien du gouvernement à cette communauté avant de les inviter à se mobiliser dans la lutte contre Ebola. Toutes les composantes de la société ont pris part à cette rencontre. Le point avec Al-Gassimouba. Renforcer la cohésion sociale, encourager la tolérance et l'esprit de partage, tels sont les maîtres mots de la démarche du ministre des Guinéens de l'étranger. À Mamou, il a invité les sages et les jeunes à un changement de comportement. Sanoussi Bantamasso a remercié les sages pour leurs efforts en faveur du maintien de la paix à Mamou. Nous avons rencontré les populations de Mamou pour faire passer le message de paix du chef de l'État. Mamou désormais sera la capitale de la paix. Les notables et la population de Mamou ont prêté serment qu'ils feront tout pour faire la paix et faire régner la paix à Mamou. Donc j'espère que Mamou sera désormais la fierté de la Guinée. Le ministre des Guinéens de l'étranger a mis cette rencontre à profit pour inviter les populations de Mamou à se mobiliser contre le virus Ebola. La sensibilisation atteint de plus en plus les couches vulnérables, la jeunesse, les femmes. Donc nous attendons à ce que la paix continue à régner à Mamou. C'est satisfait de l'engagement des populations à œuvrer pour la paix, mais aussi contre Ebola, que le ministre Sanoussi Bantamasso a quitté la ville Carrefour. La voie ferrée, un chemin réservé aux trains et non aux hommes, certains citoyens ont du mal à saisir cette notion. C'est dans ce cadre que l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence s'active sur le terrain avec la CBK pour un changement de comportement. Ce matin, l'ONG était à Dar Salam pour interpeller la population sur l'occupation anarchique du chemin de fer. Reportage Abidjan. Contrairement à cet adolescent, nombreux sont conscients des risques encourus sur la voie ferrée. C'est le cas de cette marchande au PK12 de Dar es Salaam. Quand le train arrive, on quitte. Quand il passe, on revient s'installer. Faute d'emplacement, nous n'avons pas le choix. PK12, PK13. Ici, l'on doit dépenser beaucoup d'énergie pour contrer les piétons ou les automobilistes indifférents. Depuis 2007, je suis sur la voie comme surveillance. Chaque fois, il y a des accidents. Chaque fois, il y a des accidents. Les malades mentaux, ils sont laissés sur la voie. Va et vient, vraiment, ça, c'est pas bon pour la population. L'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence est sur le front depuis 4 ans. Elle dénonce l'occupation anarchique de la voie ferrée.
Première cible de cette année, les habitants de Dar es Salaam. Quand vous regardez le marché de Dar es Salaam, le marché de Koza, qui sont juste qui sont même, s'il faut le dire, sur les rails même. Donc, vu de cela, nous venons auprès de cette population et que nous avons approché et nous avons utilisé une stratégie d'approche, d'être tout près de la population, venir faire des porte en porte, des visites à domicile même, pour toucher de doigt et l'objectif qui est cette population riveraine. Avec la CBK, les membres de cette ONG consacrent chaque année environ 80 millions de francs guinéens pour la sensibilisation de la population au danger de la voie ferrée. Un mois de plaidoyer entre le port minier et la préfecture de Koya. Le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Cette journée permet d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. À la veille donc de la commémoration de cette journée, le ministre de la Communication a fait une déclaration dont nous vous proposons un extrait. Mesdames et messieurs, en décembre 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a instauré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Depuis, chaque journée du 3 mai est célébrée comme la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette décision faisait écho à un séminaire qui s'est tenu 2 ans auparavant à Windhoek en Namibie. Pour rappel, le séminaire de Windhoek exigeait l'établissement, le maintien et la promotion d'une presse pluraliste, libre et indépendante, et mettait l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État, ainsi que pour le développement économique. En instaurant ainsi une journée mondiale de la liberté de la presse, les Nations unies affichaient une volonté réelle d'assouvir les attentes de la communauté, des journalistes africains et de toutes les populations africaines. D'ailleurs, la Journée mondiale de la liberté de la presse s'enracine dans l'histoire même des Nations unies, comme le dispose l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les informations ou les idées. » Fin de citation. Bonne fête à la presse nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.